J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Nous sommes le dimanche 18 janvier, il est 18h30 et j'ai le plaisir de venir ouvrir une nouvelle semaine de vlog. Alors un grand merci pour toutes les personnes qui sont venues me rejoindre sur ma chaîne. Un grand merci de venir découvrir ce vlog. Alors c'est parti, une semaine j'espère qui va m'accompagner de belles lectures. Pourtant, la première dont je vais vous parler, eh bien il s'agira d'une déception, ni plus ni moins. On commence la semaine de manière très très forte. Alors j'espère que les autres lectures qui m'accompagneront seront cette fois à la hauteur de mes espérances. Je vous avais quitté lors du précédent vlog en vous parlant de ma lecture en cours, une lecture qui avait très bien démarré, qui s'intitule Les Éventrés de Londres de Florence Junio, une lecture que je découvre dans le cadre du prix du roman auto-édité 2025-2026 pour lequel je suis membre du jury et dont j'avais reçu en service de presse. Je vous partage sa quatrième de couverture parce qu'il ne me semble pas que je l'avais fait précédemment. Je l'avais mis pour que vous puissiez la découvrir, la lire à l'écran, mais cette fois, je vous la partage. Londres, juin 1858. Un épisode de canicule associé à l'absence de pluie rend la capitale irrespirable. Aux miasmes épouvantables s'ajoute le pullulement des rats. Les riches gagnent la campagne, le gouvernement s'exile. C'est dans ce contexte qu'un mystérieux tueur commence à éventrer des femmes qui viennent d'avorter, se substituant à la justice divine. Pour trouver les fautives, il utilise les services d'un adolescent dont la mère est malade. En parallèle, nous faisons la connaissance de Brooke, une femme qui recueille des orphelins. Mais quel est le lien entre tous ces personnages? Quel sera leur destin? Et c'est un récit qui est mentionné sur Amazon comme faisant 293 pages. Il en fait moins sur ma liseuse, puisqu'encore une fois, cela s'adapte en fonction de la police d'écriture. Un récit qui démarrait très bien, en tout cas qui correspondait pleinement à mes attentes. On avait fait très rapidement la rencontre avec le tueur et puis on avait découvert cette femme qui s'intitule Brooke, qui recueille des orphelins, une femme très mystérieuse, très intrigante, de par son côté professionnel et puis de par son quotidien, très aimante, très attentive. Elle est au service de Sa Majesté et vraiment, il me tardait de comprendre le lien entre les personnages. Alors, évidemment, je ne vais pas vous spoiler dans l'intrigue, surtout si le roman peut vous intéresser, mais je trouvais, avec cette première de couverture, vraiment très bien faite. Il y avait le côté mystérieux, le côté lugubre. C'était une lecture qui s'annonçait vraiment très très bien. Puis une fois que j'ai repris ma lecture, et bien là, ça a été un petit peu la douche froide. Alors, je suis profondément déçu d'être déçu parce que c'est une lecture que j'attendais énormément et dont j'avais mis beaucoup d'attentes. De par le titre, de par cette quatrième de couverture, j'étais persuadée que ce récit était fait pour moi et qu'il allait littéralement m'embarquer dans cet univers, à la fois de ce côté thriller et puis à la fois du côté historique, puisque nous sommes en 1858. Et lorsque je vous dis que je suis assez sur le côté, c'est que je suis réellement resté sur le côté. Effectivement, je m'attendais à de la tension, je n'en ai pas eu. Et alors, à mon grand regret, il m'a suffi une trentaine de pages, d'une phrase, pour comprendre qui faisait quoi et pourquoi. Et là, du coup, ayant ma réponse, étant persuadé d'avoir eu ma réponse, eh bien, le reste du récit m'a paru un petit peu long, parce que, effectivement, on va découvrir cette jeune femme, Brooke, qui est au service de Sa Majesté, au service secret de Sa Majesté. Donc, je m'attendais à quelque chose de tonitruant, de découvrir un petit peu son métier, ce pourquoi elle semblait être particulièrement faite. Eh bien, j'en découvre trop peu. Et alors, ce que j'en découvre de ces rencontres me laisse également, j'ai envie de dire, littéralement sur le carreau, parce que ce n'est pas assez creusé à mon sens. Ça n'a pas été assez travaillé. Je découvre des échanges, des dialogues
mais alors qui reste en surface. Lorsque l'on a quelqu'un, un personnage qui travaille dans les services secrets, qui est au service de Sa Majesté, on s'attend à des histoires un petit peu creusées, à des choses, à des secrets qu'elle approche. Et malheureusement, je n'ai pas eu tout ça. Et cette partie m'a semblé particulièrement longue. Ensuite, sur cette mission qu'elle a à cœur d'accomplir, d'accueillir des orphelins, on en comprend un petit peu le pourquoi du comment, mais encore une fois, pour moi, c'était beaucoup trop peu. Et du coup, j'ai eu l'impression de survoler à chaque fois cette histoire, et c'est ce que j'ai profondément regretté. Une psychologie des personnages absente, et puis, par moment, et en tout cas, lorsque cela a commencé, je me suis dit que ça y est, la tension, la psychologie allait enfin arriver. On a quelques phrases qui émanent du tueur, quelques phrases entre deux paragraphes avec, enfin, on les repère très facilement puisque c'est le tueur qui vient nous parler, c'est le tueur qui se confie, mais cela comporte 3-4 lignes qui reviennent trop peu souvent également, et du coup, moi, qui m'ont laissé sur ma faim. Parce que c'est là que j'attendais précisément que le texte, que le récit enfin décolle avec l'intervention du tueur. Et lorsque j'ai découvert ces premières phrases, je me suis dit, peut-être qu'au final, je me suis trompé, que je n'ai pas accusé la bonne personne. Et malheureusement, 3-4 phrases par-ci, par-là ne permet pas de creuser sa psychologie, ne permet pas de comprendre comment il en est arrivé là, à vouloir remplacer Dieu, à vouloir faire justice lui-même face à ces femmes qui, rappelons-le, nous sommes en 1858, vont avorter. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis éloigné des personnages, je ne m'en suis attaché à aucun d'entre eux. Il y a même des personnages qui ont une importance très forte, qui vont venir un petit peu soutenir Brooke dans sa mission d'accueillir des orphelins. Même eux, on ne sait ni comment ils se sont rencontrés, ni pourquoi ils veulent la soutenir à ce point, pourquoi ils interviennent auprès des enfants. Voilà. Une lecture qui n'a eu que des interrogations, et quant au final, alors, que j'attendais, parce que, évidemment, j'ai failli le DNF à plusieurs reprises, et quant au final, je me suis dit que peut-être là, j'allais avoir la révélation tant attendue, une révélation, un twist, qui allait me retourner le cerveau et me faire comprendre que je n'aurais jamais dû rester de côté tout au long de cette lecture, et que peut-être j'étais passé à côté d'une information. Eh bien, je vous confirme que je n'ai loupé aucune information, et que l'information finale, les révélations finales, sont un flop. Voilà. Et encore, je me permets d'employer le mot révélation. C'est un mot bien trop élevé, parce qu'au point final, je me suis dit, ok, tout ça, pour ça. Et je me suis même demandé, mais je n'ai pas trouvé l'information, si en réalité il ne s'agissait pas que d'un tome 1, ce qui me permettrait de comprendre quand même beaucoup plus de choses, un tome introductif qui laisse la porte ouverte à d'autres choses. Si tel était le cas, je trouverais dommage de ne pas l'avoir mentionné, tout simplement parce que cela aurait peut-être permis de passer ou de fermer les yeux sur certaines choses. Je n'ai pas eu cette mention. Du coup, mes yeux grands ouverts, eh bien, sont allés au bout de cette lecture très, très difficilement. Pour moi, tout est resté en surface, que ce soit sur les personnages que sur les faits eux-mêmes. Des faits d'une extrême importance qui sont qualifiés dans cette 4e de couverture avec ce tueur qui rôde. Et puis, je m'attendais à un contexte historique extrêmement précis, extrêmement minutieux, avec des révélations sur la société de l'époque. Alors, il y a 2-3 termes qui sont employés et qui ne correspondent plus aux termes que l'on emploierait à présent. Mais là encore, alors qu'au début, eh bien, cela partait très bien, très vite, j'aurais pu recentrer ce récit en réalité à n'importe quelle époque en changeant encore une fois
les 2-3 termes qui n'étaient employés qu'à cette époque-là. Voilà, je commence donc la semaine avec cette déception. Je le regrette profondément, j'en attendais, mais tellement. Mais pour être tout à fait honnête, la fin m'a beaucoup plus plu que le début. Pas suffisamment pour attraper le tout. J'ai trouvé que le rythme et que l'intrigue étaient un peu plus intéressantes. Mais il m'a manqué de tension, il m'a manqué beaucoup trop de choses. Donc c'est pas grave, ça arrive. À moi, il ne m'a pas convaincu. Peut-être qu'il peut en convaincre d'autres. Et moi, je suis passé à côté. C'est dommage. Prochaine lecture, j'espère qu'elle sera meilleure. Et ayant fini ma lecture, je vais donc pouvoir maintenant remplir la grille d'évaluation la concernant. Alors si vous me rejoignez, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le cadre de ce prix, nous avons une grille d'évaluation à remplir pour chaque roman que nous découvrons et une grille très très précise que l'on doit noter à chaque point du roman. C'est-à-dire nous allons devoir noter entre 1 et 10, 1 étant bien évidemment le minimum, 10 le maximum, le titre, la couverture, le récit, la narration, les dialogues, l'évolution du récit au début, le milieu et la fin. Bref, beaucoup de points sont abordés dans cette grille d'évaluation. Et puis, à la fin de notre notation, nous avons plusieurs parties à remplir. Les points positifs du récit, les points négatifs, notre avis et une conclusion. C'est extrêmement précis, c'est extrêmement pointilleux. Malheureusement, vous vous en doutez, les notes au sujet de ce roman, pour moi, ne vont pas être à la hauteur. Et ça, je le regrette profondément. C'est parti pour un petit unboxing ensemble. Alors, un très très joli +3. Un grand merci aux équipes Pocket qui m'ont envoyé les 3 prochains romans que je vais découvrir dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket pour lequel je suis membre du jury. 3 lectures très différentes, accompagnées d'un petit mot. Bonjour, voici la suite de la sélection littérature française du Grand Prix des lecteurs Pocket 2026. 3 romans merveilleux qui rejoignent votre bibliothèque. À très vite pour de nouvelles lectures, l'équipe Pockets. Donc nous avons 3 récits, mais vraiment, vraiment différents. Le premier que j'avais hâte de découvrir, c'est celui d'Alexandra Lapierre qui s'intitule L'ardente et très secrète Miles Franklin. Je vous partage sa 4e de couverture. Australie, 1879, quelque part au cœur du bush, naît Miles Franklin, la première écrivaine reconnue comme telle par son pays. Mais à quel prix? À 20 ans à peine, la jeune rebelle publie un roman qui bouleverse les conventions sociales et nourrit le scandale. Alors, elle s'évade. Ce sera Londres, Chicago, les Balkans en guerre, et toujours avec cette tenace soif de justice comme cheville au corps. De nom, de métier, d'amour, elle changera sans arrêt, sans jamais renoncer à écrire ni à agir. Qui est vraiment cette femme ardente que nul ne parvient à saisir et pourquoi ce serpent qui chaque nuit continue d'assaillir ses cauchemars? Selon le magazine Historia, c'est une biographie romancée, tourbillonnante et ardente comme son héroïne, et le Nouvel Observateur précise le portrait d'une écrivaine fascinante et d'une sidérante modernité. Hâte de découvrir. C'est un récit très dense en matière de présentation qui fait environ 550 pages. Un joli petit pavé. Et alors, j'aime beaucoup, notamment lorsqu'il s'agit de biographie, eh bien, c'est qu'au centre, nous avons quelques photos. Hâte de le découvrir. Autre livre dont je ne connais absolument pas l'auteur, qui est court et qui m'intrigue énormément par sa narration, qui semble être très très particulière. C'est le roman de David Lelay-Hélo qui s'intitule « Il était une femme étrange ». À la nuit tombée, sous le grand arbre d'Amapolas, Eusébio, le conteur, promet de révéler une légende unique, celle de Maria Dolores Pinta de las Aguas Dulces,
dont le corps, l'âme et l'histoire défient pourtant les mots. Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Combien de vies vécut-elle, combien de frontières, d'apparence, de sexe? Être protéiforme, tout en désir et en rêve, la morte dont Eusébio s'est fait une obsession fut toute sa vie en quête d'identité. Mais écoutons-le conter. Il était un petit garçon que sa mère n'aimait pas. Il était une femme étrange. Et c'est un récit qui est plutôt court, alors qui peut se lire quand même, j'ai l'impression, rapidement, 170 pages, et il est précisé en 4e de couverture, un tour de force envoûtant, une flamboyante mélopée, des pages au style éblouissant qui abordent finement le thème de l'identité et celui des mères toxiques. Et alors, le dernier roman de la sélection que je vais découvrir est celui, je dois bien l'avouer, que je redoute le plus. Je n'en ai vu des avis que positifs, avec à chaque fois un mot qui revenait dans chaque avis, c'est le mot bouleversant. C'est le récit de Philippe Besson qui s'intitule « Vous parlez de mon fils ». Et vous voyez, dès la première de couverture, il est mentionné par le point un chant d'amour, un récit qui se lit en 143 pages. J'ai pas envie de vous dire qu'il va se lire rapidement, eu égard aux émotions qu'il fait déjà ressentir dans la 4e de couverture. Un mois après le suicide d'Hugo, 14 ans, une marche blanche réunit la ville de Saint-Nazaire. Vincent déambule dans le cortège, mais surtout dans sa mémoire. Combien de silences, de signaux a-t-il ignoré, plus ou moins consciemment? Je crois qu'il se passe quelque chose avec Hugo, il n'est pas bien. À cette phrase de sa femme, il avait haussé les épaules. Et aujourd'hui, la culpabilité l'accable. À travers souvenirs et non-dits, Vincent tente de reconstituer l'engrenage qui a mené à la mort de son fils. Le harcèlement scolaire insidieux, les humiliations croissantes, le déni général, la somme des petites lâchetés qui font les grandes tragédies. Sud-Ouest mentionne qu'il s'agit d'un roman choc, une analyse fine du harcèlement et de la culpabilité de ceux qui restent. Comment Philippe Besson fait-il pour écrire des textes si puissants et si justes sur des drames qui habitent notre quotidien? Donc nous sommes sur un récit, donc je le rappelle, de 143 pages, et eu égard au thème, eu égard aux émotions, je ne pense pas que ce soit un récit qui réellement se lit rapidement. Il ne faut donc pas, à mon avis, se fier sur le nombre de pages, s'il est aussi riche émotionnellement que ce que j'ai pu en lire dans les avis de ce que nous partage la 4e de couverture. Je pense que c'est un récit qui va vraiment nous toucher à la fois le cœur et à la fois l'âme, et qu'il faut en peser chaque mot. Donc, une découverte, en tout cas, 3 récits différents, avec 3 narrations vraiment différentes. Cette biographie romancée, un récit qui va nous être conté, et puis ici, un récit fort en émotion. Mais par contre, 3 romans qui me donnent très envie, quand bien même celui-ci, d'un point de vue émotionnel, est celui que je redoute le plus. Je vous parle vite fait de ma lecture en cours. Alors, j'ai choisi d'enchaîner avec un 2e roman que je découvre dans le cadre du prix du roman auto-édité. Je vous mettrai sa couverture juste ici. Il s'intitule Le bruit, écrit par... Alors, est-ce que j'ai le nom là de l'autrice? Parce que je n'en suis qu'à 25%. Marine Monville. Voilà, donc un récit que je découvre. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à me projeter, un petit peu de mal à cerner où on va. Il y a certaines choses qui se répètent un petit peu. Je me laisse porter pour l'instant, et puis je vous en dis un petit peu plus tard. Je vais me replonger dans ma lecture, et du coup, je vous retrouve très très vite.
Nous sommes mardi 20 janvier, il est midi 45 et je suis désolée pour la luminosité. J'ai dû allumer la lumière parce que clairement, le temps est exécrable. Et oui, il n'y a pas d'autre terme. Je me demande même si nous n'allons pas passer en vigilance à nouveau. Néanmoins, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous partager mes 3 dernières lectures terminées. 3 avis lecture totalement différents dans leur ressenti. Alors c'est parti, le premier roman que j'ai terminé, c'est celui de Marine Monville qui s'intitule Le bruit, un thriller psychologique qui sur ma liseuse fait 60 pages et que je découvre dans le cadre du prix du roman auto-édité 2025-2026. Le pitch de départ, très intéressant. Une femme emménage dans un appartement qui paraît parfait sur le papier, parfait en apparence, néanmoins un bruit, puis un deuxième bruit, puis un troisième bruit, et puis ce bruit se veut être récurrent. Alors est-ce l'un ou l'autre des voisins qui se joue d'elle, ou est-ce son esprit qui commence à divaguer? Nous en avons la réponse tout au long de ces 60 pages. Malheureusement pour moi, je n'ai pas été transportée par cette lecture, c'est même carrément un flop. Et si je dois être tout à fait honnête avec vous, si je suis allée au bout de cette lecture, c'est parce que je dois l'évaluer. Je le rappelle que dans le cadre du prix du roman auto-édité, eh bien, j'ai une grille d'évaluation à remplir. Et si je veux faire mon rôle vraiment jusqu'au bout, eh bien, il faut que je lise les romans jusqu'au bout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, je suis allée au bout. Et même s'il ne faisait que 60 pages, je vous avoue que j'ai un petit peu peiné. Je n'ai pas été transportée par l'intrigue, tout simplement parce que il y avait trop de répétitions. Alors oui, cela peut s'ancrer dans le cadre de l'intrigue. Il fallait de la répétition pour donner le rythme, pour faire accroître une certaine tension. Mais trop de répétitions, à mon sens, a tué la répétition. Et ensuite, la narration ne m'a pas convaincue. Elle ne m'a pas plu puisque par moment, eh bien, nous avions même qu'un seul mot par ligne. Et là, j'ai trouvé que pour moi, c'était très long, trop long. Je ne me suis pas attachée non plus au personnage. Et puis, très vite, on en comprend les tenants et les aboutissants. Et oui, et pourtant, il fait que 60 pages. Tout va très vite et malheureusement, j'ai ressenti ma lecture un petit peu longue. Donc, je n'en ai pas été convaincue, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, il a bien fallu trouver une autre lecture qui me tentait vraiment beaucoup parce que je le rappelle, et j'en suis désolée, mais j'ai commencé ce vlog avec un avis plus que mitigé sur ma précédente lecture. Et là, j'étais tellement désolée d'enchaîner avec une autre lecture qui cette fois était clairement une déception. Alors je me suis dit, mince, quel est le prochain titre que j'aurais envie de découvrir et qui cette fois, eh bien, va me toucher, cette fois va me transporter dans le récit et auprès des personnages. Et il y a un titre qui m'appelait, avec cette couverture qui m'appelait, qui est depuis un petit moment dans ma palle. Il n'était pas très long et donc je me suis dit, eh bien c'est peut-être ce moment-là qu'il faudrait le sortir tout simplement. Ce titre, eh bien, c'est ce récit, mes mots sont les fleurs de ton silence, d'Antoine Page. Alors déjà, je vous parle de cette première de couverture qui est pour moi absolument parfaite. Les couleurs sont parfaites et puis il s'en dégage énormément de poésie. Je vous partage sa 4e de couverture. Arnaud n'écoute plus rien ni personne. Il a tout ce dont un homme accompli peut rêver. Une épouse docile, des enfants qu'il aperçoit à peine au petit déjeuner, plusieurs maîtresses à disposition. Mais un jour, la neige fraîche le surprend sur la route. Il perd le contrôle de sa voiture. Plongé dans le coma, il reste alité, les yeux clos, apparemment inconscient. Et pourtant, Arnaud entend tout. Ses proches se succèdent à son chevet, dévoilant leur vrai visage. Il comprend à quel point il s'est trompé sur lui-même et sur les autres. Surviendront quelques cinglantes révélations et de magnifiques surprises, et du silence vont éclore les fleurs les plus inattendues. Déjà, moi, la 4e de couverture me donnait tellement envie. La première de couverture me plongeait indirectement déjà dans la poésie et la force de ce récit. Et là,
c'est une très, très, très belle lecture. Dans ce récit, nous allons donc rencontrer Arnaud qui, suite à un accident, est donc plongé dans le coma, convaincu qu'il est inconscient. Et bien, tous ses proches qui vont venir à son chevet auront tendance à se confier un petit peu trop facilement parce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Arnaud, il entend tout. Et dans ce récit, on découvre la famille d'Arnaud, son épouse et ses 2 enfants. Et on les découvre de manière très très poignante et on comprend très vite le caractère et la psychologie d'Arnaud. Pour lui, jamais de remise en question. Tout lui est dû, tout lui est facile. Et une de ses particularités, c'est de juger tout le monde. Vous l'aurez compris, niveau fidélité, ce n'est pas le cas non plus. À ses côtés, une épouse totalement effacée. Effacée pour lui, effacée pour ses enfants. Une épouse qui n'obtiendra jamais de reconnaissance, jamais de merci, parce que ce qu'elle fait, eh bien, c'est normal. Elle est mère au foyer, enfin, très vite, on le comprend également, que mère au foyer n'est qu'un titre, parce qu'en réalité, elle serait femme à tout faire, ce serait exactement la même chose. Des enfants, une fille, un garçon, ado, qui, comment dire, eh bien, traversent leur crise d'adolescence. Une famille dont on n'en rêve absolument pas, en tout cas une entente entre eux très très compliquée, où chacun va dans la provoque, chacun juge tout le monde. En maître de cérémonie, Arnaud, qui a la main mise sur sa famille et qui l'amène un petit peu à la baguette. Il a le verbe haut et quand il peut rabaisser les autres, eh bien pourquoi pas? Parce que c'est lui, parce que lui, c'est tout. Bref, je n'en dis pas plus, vous l'aurez compris, cet Arnaud est une personne vraiment, vraiment exécrable, vraiment détestable. Il est un homme d'affaires et sur ce point-là aussi, au niveau de son travail, il s'entend très, très bien. Il est très proche d'un de ses associés et puis tellement proche qu'il s'en échange même leur conquête. Voilà le postulat de départ. Jusqu'à ce jour où Arnaud a un accident de voiture et là, bien, tout bascule. Tout bascule pour les autres, tout bascule pour lui. Et on va en découvrir un petit peu plus, à la fois sur lui, sa psychologie, l'évolution de celle-ci, mais également sur ses proches. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, dans ce récit publié aux éditions Pocket, qui fait 222 pages, eh bien, nul doute que lorsqu'on le referme, nous aussi, il convient de nous poser certaines questions sur le regard que nous portons sur autrui, sur notre quotidien et sur l'envie d'apprécier tout simplement dans le moindre des petits détails, eh bien, la présence des gens qui nous entourent. On va voir l'évolution de chaque personnage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la plume. J'ai beaucoup aimé le style de la narration parce qu'en fait, on va découvrir les confidences des personnes qui l'entourent, mais également les pensées d'Arnaud. Évidemment, les personnes qui sont à son chevet ne l'entendent pas, mais nous sommes dans le cerveau d'Arnaud et nous découvrons ses réactions. Nous découvrons ses remises en question, qu'elles soient positives ou négatives. Nous allons avancer vraiment pas à pas avec chaque personnage. J'ai aimé vraiment découvrir, partager ces 222 pages avec ces personnages. Et puis encore une fois, le thème, les failles que chacun d'entre nous peut avoir, comment on les surmonte, comment on avance, mais surtout le regard. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti tout au long de ma lecture, le regard que l'on porte sur la personne qui est juste à côté de nous, le regard que l'on porte sur là où les personnes qui partagent notre quotidien. Un récit que je vous recommande parce qu'il est vraiment, vraiment très bien construit, très bien écrit. J'ai aimé me plonger. Et c'est parti pour le 3e roman que je viens de découvrir. Un roman qui n'a fait qu'un petit saut dans ma palle, aussi vite acheté, il en ressort. Mais alors, quel petit coup de cœur. Et oui, parce qu'après de déceptions, j'avais cette très 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 bonne lecture et puis j'avais envie de retourner vers une de mes autrices chouchou pour lesquelles
J'étais certaine qu'elle allait à nouveau me transporter dans son récit. Et je ne me suis pas trompée. Ce petit coup de cœur vient du dernier roman d'Alice Finney qui s'intitule Beautiful Ugly. Il croit connaître sa femme, il se trompe. Je vous partage sa 4e de couverture. Grady Green, auteur à succès, pense vivre le plus beau jour de sa carrière, mais alors qu'il appelle sa femme, Abby, journaliste intrépide, il l'entend freiner et sortir de voiture, puis plus rien. Sur place, Abby s'est volatilisée, voiture, téléphone, fish and chips. Sur le siège passager, tout est là, sauf elle. 1 an plus tard, toujours hanté par ce mystère, Grady se retire sur une île écossaise, isolée pour écrire. Mais dans ce décor lugubre et brumeux, quelqu'un semble décidé à le terroriser en glissant d'anciens articles d'Abby sous sa porte. Et il jurerait avoir aperçu le sosie parfait de son épouse disparue. Hallucination, manipulation ou vérité enfouie? Et si Abby ne lui avait pas tout dit? Alors, d'emblée, nous allons découvrir ce couple de Grady et de Abby. Elle est journaliste d'investigation et lui est auteur à succès. Ce jour, il est censé s'en rappeler toute sa vie, normalement, un jour heureux, puisqu'il vient d'être nommé parmi les best-sellers du New York Times. Sa femme est en route pour le rejoindre, pour fêter ça. Un dernier appel téléphonique pour lui dire qu'elle n'est pas très très loin, qu'elle arrive. Et pourtant, l'appel se coupe. N'étant pas loin, il va sur place immédiatement. Il trouve la voiture de son épouse avec tout ce qu'elle contient, tous ses effets personnels. Mais son épouse n'est pas là. Et là, l'autrice nous propose un bond dans le temps. Nous sommes 1 an plus tard, nous allons retrouver Grady qui a totalement changé. Cela fait maintenant 1 an qu'a disparu celle qui était son oxygène, la femme de sa vie, celle avec qui il partageait tout et qui pour lui, il lui restait à vivre avec elle de tellement belles et nombreuses années. Ça fait 1 an qu'il se laisse dépérir tant au niveau de la santé qu'au niveau alimentaire et au niveau de l'écriture. Cet auteur à succès n'a plus rien écrit depuis 1 an. Alors vous doutez bien qu'il va avoir sur le dos son agent, qui va avoir à cœur, pardon pour la sonnerie, qui va avoir à cœur, eh bien, tout simplement de lui remettre le pied à l'étrier. Et pour ce faire, elle lui propose un dépaysement total, d'aller se rendre sur la petite île sur laquelle elle vient d'hériter d'une maison, l'île d'Amberley, pour laquelle nous avons un très très chouette plan en début de roman. Il accepte, après tout, il n'a rien à perdre, il accepte ce pacte, à charge pour lui d'essayer, sur place, de retrouver l'inspiration qu'il a perdue. Il s'y rend, et dès le début de son voyage, eh bien, il y a quelques petits mystères, quelques petites choses qui vont venir le bouleverser, notamment lorsqu'il doit se rendre sur l'île et donc par bateau. Il semblerait qu'une femme ressemble étrangement à son épouse disparue. Alors comme le dit la 4e de couverture, est-ce une machination ou est-ce tout simplement une hallucination? Eh bien, Alice Finney se joue de nous et nous transporte dans ce récit qui fait 354 pages. Mais quel bonheur de retrouver la plume de cette autrice, quel bonheur de se laisser transporter dans cette intrigue et de rencontrer ces personnages. Un récit qui s'est abouti pour moi avec un petit coup de cœur. Dans ce roman, il y a beaucoup de psychologie. Et ce que j'aime avec cette autrice, eh bien, c'est qu'elle nous propose toujours dans chacun de ses récits quelque chose de différent. Nous n'allons pas avoir des twists comme dans Daisy Darker où nous avons des rebondissements et des choses qui vont venir vraiment nous happer toutes les 5-6 pages. Ici, l'autrice eh bien, est tellement dans la psychologie qu'elle se joue de nous avec beaucoup de finesse. De manière très descriptive, elle a rendu ce récit très immersif. Lorsqu'elle nous parle de l'île sur laquelle va se rendre Grady, eh bien, croyez-moi qu'il vous suffit de lire une ligne, de fermer les yeux, et vous avez l'impression que vous, lecteur, eh bien,
vous y trouvez. C'est pareil pour les personnages. Lorsque l'un personnage, eh bien même, on nous le précise, va dire une phrase, puis va sourire, eh bien là, pareil, nous arrivons à visualiser ce personnage, mais là où c'est extrêmement bien joué, c'est qu'Alice Finet, même d'un simple sourire, à travers sa plume, à travers les quelques mots qu'elle va poser sur le papier, eh bien nous lecteurs, nous allons nous méfier même d'un sourire. C'est très descriptif. Et tout en finesse, elle vient distiller quelque part de mystère, quelque part de un côté sombre de l'histoire, parce que, eh bien, ce voyage que va faire Grady, il ne va pas en sortir comme il y est rentré. Et pour nous, lecteurs, c'est pareil. À chaque fois, on sent que quelque chose va se passer. Vous savez, un petit peu comme si nous étions pris dans cette brume et que cette brume se rapprochait au fur et à mesure de nous. On est embarqué dans cette aventure, dans ces personnages, dans cette intrigue, et peu à peu, on se rend compte que l'étau se resserre auprès de certains des personnages. Et alors, est-ce que je vous parle du final? Un final à la hauteur du talent de l'autrice. En tout cas, moi, c'est mon autrice chouchou. J'ai été embarquée du début à la fin. Impossible à lâcher tellement il est addictif. Je dois bien vous avouer que lorsque je l'ai débuté et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de descriptions, ce qui me semblait un petit peu étrange à ce stade, je me suis dit, mais quand est-ce que l'intrigue va démarrer? Et là, il y a eu un premier événement, un deuxième, ou parfois juste un détail, juste une phrase. Parfois, eh bien, ce côté pesant, cette tension vient dans un dialogue avec quelque chose qui distille le mystère. J'ai tellement été embarqué. Sa plume, mais déjà rien que sa plume nous embarque. Et puis on a envie de savoir ce qu'il en est parce que entre hallucination et manipulation, il n'y a qu'un pas. Un récit qui nous tient en haleine jusqu'au point final. Mais quand je vous dis le point final, c'est-à-dire que je ne vous parle pas des 3-4 dernières pages, je vous dis jusqu'au point final, on est scotché. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'était un petit coup de cœur? Parce que certes, c'est le cas, mais parce que j'avais eu un tel coup de cœur pour Daisy Darker, qui pour moi avait été bluffant de A à Z, avec tellement de tension, tellement d'imprévus, tellement de twists, que là, nous avons en termes de twists un peu moins, tout se construit dans la finesse, tout se construit dans la psychologie. Elle prend le temps de planter le décor géographique, mais aussi de planter son intrigue, de nous présenter les personnages, peut-être parce que pour nous donner le goût de ne pas trop nous en méfier, à tort ou à raison. En tout cas, dans ce récit, j'ai été un peu moins, comment dire, bouleversée que ce que j'avais ressenti pour Daisy Darker. Néanmoins, cela reste une excellente lecture, un petit coup de cœur face au grand coup de cœur que j'avais ressenti pour Daisy Darker. Mais cela confirme que pour moi, Alice Finet est clairement, mais clairement, la reine du thriller. J'ai passé un excellent moment de lecture, un roman que j'ai dévoré, et lorsque je l'ai refermé, j'étais choquée. Merci Alice Finet. En tout cas, bien évidemment, je vous le recommande. Bien évidemment, je vous invite à vous poser confortablement, à ouvrir ce livre. Prévoyez-vous du temps parce que il est extrêmement addictif et haletant, avec un rythme qui va s'accroître au fur et à mesure, de la description suffisamment pour nous transposer dans le récit et dans l'univers et peut-être pour nous aveugler. Enfin, je n'en dis pas plus, cette lecture était pépite et je suis tellement contente de l'avoir sortie aussi rapidement. Je vous la recommande à 1000%. Au dos, il est mentionné de la part de Lisa Jewell, ce livre m'a complètement absorbé, c'est son plus réussi à ce jour, du pur génie. Alors, il y a une autre construction. Si vous avez lu les autres livres d'Alice Finet,
Là, on est dans une autre construction. On est dans une autre forme de narration qui, là, est plus descriptive, plus psychologique. Et lorsqu'elle parle au dos de hallucinations, eh bien, ce travail a été fait tout au long de l'écriture, tout au long du récit, parce qu'il y a des choses qui sont très mystérieuses et qu'elle vient, comme ça, mettre dans notre esprit, à nous aussi, lecteurs. Donc, elle a construit son récit différemment, ou, comme je le disais, dans Daisy Darker, on se prend des twists, et alors, de fou. Là, ça ne va pas être le cas. La tension va monter petit à petit, mais alors, de manière tellement magistrale, pour un final exceptionnel et inattendu. À vos lectures, je vous le recommande. Et après cette lecture, ça va être très difficile de choisir ma prochaine lecture. Je n'ai pas encore choisi. Je pense que je vais attendre ce soir de me poser et de voir ce qui me fait très envie. Et bien sûr, je le partagerai avec vous. Donc moi, je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou, bienvenue dans ma voiture. Nous sommes jeudi 22 janvier, il est 14 h. C'est l'heure de ma pause déjeuner. Je suis garée sur la plage que j'aime tant vous présenter à chaque fois et que vous avez vu dans le rush précédent. Alors, depuis l'intérieur de ma voiture, vous risquez d'avoir en bruit de fond soit une voiture qui passe, soit le bruit de la pluie, soit le bruit du vent, soit celui d'un goéland qui passe par là, ou alors le bruit assourdissant des vagues. J'ai le plaisir de vous prendre en vidéo pour vous parler de deux de mes lectures terminées. La première d'entre elles, je l'ai terminée vers 1 h du matin, tellement elle est addictive, tellement j'ai eu envie d'en connaître le final. Cette lecture, c'est le roman de Claire Favant, La chair de sa chair, publié aux éditions Pockets. Incroyable, fascinant, flippant, psychologique, machiavélique. Ce récit nous embarque de la première lettre au point final. Dans cette intrigue extrêmement bien ficelée, l'autrice nous invite à une plongée dans l'esprit humain à travers ses personnages, à l'esprit torturé. Un esprit torturé pour des raisons différentes. Néanmoins, cette plongée va nous happer le cœur du début à la fin. Petit trigger warning sur l'une des premières scènes de ce récit qui est vraiment très forte, très riche en émotions. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, laissez-moi un commentaire et à ce moment-là, je vous répondrai. Ça ne spoile pas le récit, mais en tout cas, ça nous plonge au cœur des émotions les plus sombres. Je n'en dirai pas plus concernant cette première scène. Et puis, on va découvrir cette famille monoparentale avec cette femme qui s'appelle Moira, qui a vraiment la tête sous l'eau et qui doit gérer ses 3 enfants. 3 enfants de 2 pères différents. L'un d'entre eux est en prison, normalement pour longtemps, mais peut-être pas. Et puis alors l'autre s'était suicidé. Et face à tout cela, elle doit faire face notamment à la maladie d'un de ses enfants. Alors leur vie est sombre, elle ne s'en sort pas jusqu'au jour où une bonne nouvelle arrive, elle gagne une certaine somme d'argent au loto. Néanmoins, les services sociaux sont sur son dos jusqu'au jour où se produit un drame. Dans leur entourage, il y a un mort. Alors évidemment, je ne vous dis pas qui, ni quoi, ni pourquoi, je vous laisserai vous plonger dans ce récit, dans cette intrigue.
l'autrice nous montre les failles de ses personnages, les failles les plus sombres. Et pour autant, cela ne nous empêchera pas d'avoir de l'empathie pour certains d'entre eux, et puis pour d'autres, on aura mais alors très envie de les détester. On est embarqué. On est embarqué bien que, en réalité, on a une réponse de qui fait quoi très vite dans le roman. Ou en tout cas, on s'en doute. Et là, eh bien, malgré cela, et grâce à la plume de l'autrice et à la manière dont elle a construit son récit, on n'est pourtant absolument pas coupé dans notre lecture. On a envie d'aller voir jusqu'où vont aller chacun de ces personnages. Découpés en plusieurs parties, chacune d'entre elles va mettre en lumière à un instant T de l'intrigue un des personnages qui est important à cet instant-là. Jusqu'au bout, j'avais envie de ne pas croire ce que j'étais en train de lire tellement c'était machiavélique. Et pourtant, jusqu'au bout, l'autrice a joué avec mes émotions. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pourrais vous en parler de ce final vraiment pendant très longtemps, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai envie, eh bien, que vous puissiez le découvrir et vous aussi de vous faire happer comme je l'ai été par la plume, par l'intrigue et par les personnages. Ce récit a été juste incroyable, mais alors, vraiment, il m'a tenu en haleine. Et au point final, j'ai pu enfin reprendre ma respiration. Alors, beaucoup d'éloges sur ce récit et il ne sera, entre guillemets, quand je dis il ne sera, qu'une excellente lecture. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que, ayant malgré tout découvert très tôt qui fait quoi, j'ai un petit peu regretté. Encore une fois, ça ne m'a absolument pas coupé dans ma lecture, ni coupé dans ma curiosité de découvrir la suite de l'intrigue, parce que même si on se doute très vite de qui fait quoi, croyez-moi, l'autrice nous réserve plus d'une surprise dans son récit. Du coup, j'aime quand on me malmène, mais également quand on malmène mon intuition. Je m'attendais du coup à un renversement de situation, tel n'a pas été le cas. C'est juste pour ça qu'il frôle le coup de cœur. Je vous le recommande, mais alors à 3000%. Et puis alors, Cette plume, c'est le premier roman que je découvrais de Claire Favran, mais alors, ce ne sera certainement pas le dernier. J'ai tout aimé, y compris ces personnages, parce que certains, j'ai aussi aimé les détester. En tout cas, on les découvre avec leurs failles, on les découvre dans leur esprit, les parties de leur esprit les plus sombres. 390 pages, non, 394 pages, où l'on se rend compte aussi du travail psychologique qu'a fait l'autrice dans ce récit. On a l'habitude d'entendre le mot thriller psychologique, mais là, c'est une véritable plongée dans la psychologie humaine. Bref, une pépite qui frôle pour moi le coup de cœur. Autre livre que j'ai terminé, j'allais dire autre roman, mais ce n'est pas un roman cette fois, que j'ai terminé, c'est une bande dessinée et ce sera sans surprise. Pour ceux et celles qui suivent mon vlog et qui ont vu mes précédents vlogs, il s'agit du tome 7 de la BD Les 5 Terres. Alors, c'est le premier tome du second cycle. Le premier cycle nous faisait découvrir l'univers et la terre des tigres, du tome 1 au tome 6, avec vraiment, si je le rappelle, dans cette saga de BD, on est vraiment sur une ambiance à la Game of Thrones, avec des guerres de clans, avec des trahisons, avec des manipulations, avec des guerres qui se déroulent à la cour. Bref, ici, c'est le premier tome donc du second cycle. Nous allons découvrir la terre des singes. Ce premier tome s'intitule L'heure du cadeau. Et alors, quel bonheur de se replonger dans cette saga. Quel bonheur de retrouver à la fois eh bien, les narrateurs, mais également les dessins de l'illustrateur, toujours aussi magnifiques. Et puis,
sur l'histoire en elle-même qui compose ce tome, on peut dire un petit peu, c'est comme un premier tome qui va planter le décor. Je le rappelle, on change de terre, nous sommes sur la terre des singes. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissions pas leur mode de fonctionnement. Autant vous dire que là, à la fois, nous changeons de terre, mais nous changeons également d'univers avec une ambiance très, très japonaise. Et puis, cette fois, nous sommes dans une société matriarcale. Ce premier tome est très prometteur et il commence déjà à laisser planer quelques doutes sur certains personnages et une intrigue riche en rebondissements. Je vous remontre les illustrations. Alors, j'ai beaucoup aimé que d'emblée, on nous présente l'entièreté des personnages qui vont composer ce cycle. Et alors, pépite de chez Pépite, nous terminons avec un cahier graphique où l'on voit un petit peu les premiers croquis des personnages. Et alors, regardez leur beauté. Regardez le travail qui est fait par l'illustrateur. C'est juste incroyable. J'aimerais vous montrer d'autres planches. Le problème, c'est qu'il risque de vous spoiler sur certains événements. Donc, je vais éviter tout simplement de le faire. En tout cas, confirmation que c'est bien ma série chouchou. Ce n'est pas un coup de cœur. Ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, il y a cette ambiance de premier tome, un tome introductif. Ensuite, ce premier tome est marqué parce que le tout premier tome de la saga, le tome 1, qui se passe donc sur une autre terre, lui avait été un coup de cœur renversant, phénoménal, avec déjà énormément d'action. Ici, on est dans une autre société, on découvre d'autres personnages, un autre mode de fonctionnement. L'action a été un petit peu plus lente à se mettre en place. Néanmoins, c'est un très, très, très bon tome. Je vous recommande de découvrir cette saga. Je ne vous lis pas sa 4e de couverture pour ne pas vous spoiler parce que ça reste malgré tout une suite. Mais alors, si vous avez l'opportunité dans votre médiathèque, bibliothèque ou que quelqu'un peut vous la prêter ou si vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir et de découvrir une nouvelle saga, je vous la recommande. Et puis alors, si vous êtes fan de Game of Thrones, mais alors plongez les 2 pieds dans cette saga. Elle est terriblement addictive avec des personnages tout aussi complexes les uns que les autres. Des intrigues sont toutes très bien ficelées. On va au bout des intrigues et puis avec des personnages qui ont des côtés positifs, qui ont des côtés négatifs. Vraiment, il y a dans cette construction beaucoup de réalisme malgré tout, même si les personnages sont des animaux. Je vous la recommande. Du coup, j'ai dû choisir ma prochaine lecture. Et là, clairement, je l'avais présenté cette lecture dans le book haul que j'avais fait dans mon précédent vlog. Un très très grand book haul avec beaucoup de pépites. Je l'avais annoncé, toutes me tentaient mais énormément. C'était très difficile de choisir. Et là, ça a été parce que j'avais eu un coup de cœur pour sa couverture, une couverture exceptionnelle. J'ai choisi La guérisseuse de Florence. Alors avec le soleil, peut-être que vous verrez, mais alors l'objet livre, la couverture est tout en relief, publiée aux éditions Sabran. Elle est juste magnifique. Et alors, le jaspage sur tous les côtés. L'objet livre est incroyable. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. C'est un roman qui fait 378 pages. Non, 380 pages. Je vous partage sa 4e de couverture. N'attire pas l'attention, n'exhibe jamais tes pouvoirs. Ginevra a un don. Maîtresse des mystères de l'alchimie, elle sait soigner les cas les plus désespérés grâce au pouvoir des pierres. Mais lorsque les rumeurs sur ses capacités parviennent aux oreilles de l'Inquisition,
Elle est aussitôt bannie de Florence pour sorcellerie. Après une décennie d'exil et alors que la peste noire infeste l'Italie, Ginevra est rappelée dans sa ville natale. Elle qui espérait que les dirigeants de la ville feraient appel à ses talents de guérisseuse, il lui confie cependant une mission inattendue. Démasquer l'auteur d'une série de vols de reliques sacrées. Ginevra fera dès lors tout pour découvrir la vérité, mais dans une ville ravagée par la mort, elle comprendra à ses dépens que la folie s'empare vite des vivants. Et il est précisé, la guérisseuse de Florence scintille de suspense et du pouvoir qui réside en chaque femme. J'ai dévoré ce roman captivant et enchanteur. C'est un commentaire écrit par une autrice qui s'appelle Laurie Lico-Albanaise, de La Sorcière écarlate. Voilà, quelle sera ma prochaine lecture? Vous en aurez un retour dans le prochain vlog, parce que je vais donc clôturer ici ce vlog. Un grand merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, si jamais vous avez lu également les mêmes lectures que moi et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir commenter. Et puis, n'hésitez pas à venir me partager ou même me donner des idées de lecture. Je vous retrouve donc très très vite dans le prochain vlog que je pense que je vais ouvrir même dès demain, voire peut-être dès ce soir, parce que je vais tout de suite commencer cette lecture. Je vous retrouve très très vite. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!